Bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Bio 5070, la génétique et ses applications. Aujourd'hui, on attaque le dossier 2 qui porte sur les lois de l'hérédité. Dans la dernière capsule, nous avons étudié l'échiquier de Punnett. Nous avons vu que celui-ci nous permet de déterminer les probabilités d'avoir tel phénotype, soit des caractères observables chez l'individu, ou tel génotype, soit la détermination des différentes paires d'allèles. Nous avons aussi abordé ce qui était un caractère dominant versus ce qui était un caractère récessif. Ainsi, chez les individus homozygotes, le phénotype correspond au génotype. Autrement dit, si mes deux allèles me disent que je dois avoir les yeux bleus, bien j'aurai les yeux bleus. Chez les individus hétérozygotes, c'est le caractère dominant qui s'exprime. Ainsi, si une allèle me dit que je dois avoir les yeux bleus et une allèle me dit que je dois avoir les yeux bruns, c'est le caractère dominant, soit yeux bruns, qui s'exprimera. On dit que la lignée est hybride lorsque des allèles différentes sont présents chez les parents. Au contraire, on dit qu'elle est pure lorsqu'un seul type d'allèle est présent. Il est plus complexe de traiter avec des lignées hybrides. Ainsi, on peut avoir des surprises quant aux gènes exprimés chez les premières et deuxième générations. Prenons l'exemple d'un parent homozygote possédant des allèles dominants et d'un parent hétérozygote. Au niveau de la première génération, tous les individus auront un phénotype identique à celui de leurs parents. Mais deux génotypes sont présents, l'un étant homozygote et l'autre étant hétérozygote. Chez la seconde génération, si deux individus hétérozygotes s'accouplent, un nouveau phénotype apparaît, et pourtant, il ne s'était pas exprimé lors des deux générations précédentes. Lorsqu'on étudie le principe de dominance, on utilise habituellement des individus de lignée pure, et on interprète les génotypes obtenus. On voit que chez la première génération, tous les individus seront hétérozygotes. Le caractère récessif ne pourra s'exprimer que chez les membres de la deuxième génération. Le principe de dominance stipule donc que pour deux parents P de lignée pure, la première génération F1, tous hétérozygotes, seront identiques et c'est le caractère qui domine qui s'exprimera. Le caractère récessif pourrait s'exprimer chez les organismes de la deuxième génération, appelés F2. Jusqu'à maintenant, on a étudié des caractères où la dominance est dite complète. Mais, dans certains cas, les individus hétérozygotes auront leur propre phénotype. On parle alors de dominance incomplète. L'échiquier nous permet donc de déterminer l'ensemble des possibilités, mais aussi les probabilités d'obtenir tel génotype ou tel phénotype. Si on prend le même exemple que celui énoncé précédemment, on voit qu'on peut établir précisément la probabilité d'avoir tel génotype ou tel phénotype, autant pour la première que pour la seconde génération. On voit aussi que cette probabilité n'est pas la même puisque deux génotypes peut mener au même phénotype. Le principe de ségrégation stipule donc que chaque caractère est dicté par une paire d'allèles et que la distribution des caractères dans les générations est déterminée par des proportions bien définies. Il peut aussi arriver qu'un caractère soit dicté par plus d'un allèle. Dans l'exemple suivant, on voit que la couleur de la souris dépend de deux paires d'allèles différentes. L'utilisation de l'échiquier est alors semblable, à la différence près qu'elle étudie la distribution de l'ensemble des possibilités dictées non pas par un, mais par deux paires d'allèles.
On peut, encore une fois, calculer la probabilité de chaque génotype et de chaque phénotype. Le principe d'assortiment ou troisième loi de Mendel stipule que la transmission d'un allèle se fait indépendamment des autres allèles. Autrement dit, lorsqu'on étudie plus d'un caractère génétique, ceux-ci sont indépendants les uns des autres. En étudiant la récurrence d'un caractère dans un arbre généalogique, on peut déterminer s'il s'agit d'un caractère dominant ou récessif, mais aussi si le gène est présent sur les autosomes, soit les 22 premières paires de chromosomes, ou sur les chromosomes sexuels, soit la 23e paire. Par exemple, on observe ici que les deux parents ayant un certain phénotype ont engendré un enfant qui possède un phénotype différent. Or, deux parents ayant un caractère récessif doivent être homozygotes et ne peuvent donc pas transmettre un caractère dominant. Ici, ce sont donc les parents qui ont le caractère dominant et l'enfant qui a le caractère récessif. On peut donc conclure que les parents sont tous les deux hétérozygotes. Comme la proportion d'hommes et de femmes atteints est semblable, le caractère est lié aux autosomes. Certaines maladies, comme la dystrophie myotonique de Schreiner, sont des maladies associées à une transmission génétique d'un caractère dominant lié aux autosomes. Dans cette deuxième situation, deux éléments nous poussent à croire que le caractère est récessif. D'abord, les parents qui ne possèdent pas le phénotype l'ont pourtant transmis à la prochaine génération. De plus, seul un caractère récessif peut sauter une génération. Encore une fois, le gène est présent autant chez les hommes que chez les femmes. Le caractère est donc associé aux autosomes. On peut aussi déterminer que trois personnes sont assurément hétérozygotes, donc sont porteurs du caractère associé à ce gène. On peut aussi dire que l'un des deux parents de droite l'est aussi. Certaines maladies, dont la fibrose kystique, sont des maladies associées à une transmission génétique d'un caractère récessif lié aux autosomes. Dans ce troisième exemple, on a une situation semblable à la précédente, dans la mesure où deux parents hétérozygotes ont transmis un caractère récessif qui a sauté une génération. Le caractère est forcément récessif. Mais pourtant ici, seuls les hommes sont atteints. On parle donc ici d'un chromosome sexuel. Et ce n'est pas forcément le chromosome Y, même si ce sont des hommes. Par exemple, le caractère hémophile est un gène récessif porté par le chromosome X. La raison pourquoi seuls les hommes sont touchés est que comme les hommes n'ont qu'un seul chromosome X, les gènes qui y sont présents s'expriment forcément. Il est possible qu'une femme soit hémophile, mais pour ce faire, il faudrait que son père soit hémophile et que sa mère soit porteur du gène et qu'elle soit hétérozygote, ce qui est très peu probable. C'est ce qui met fin à cette capsule, ou presque. En fait, ici, je vous ai rajouté une petite scène post-générique pour vous parler d'un élément historique lié à l'hémophilie qui est plutôt intéressant. Mais pourtant, la matière du programme est passée, donc vous êtes maintenant des experts, à vous de surpasser le maître. L'hémophilie dont il a été question plus tôt dans la capsule est souvent associée au nom de Victoria, reine du Royaume-Uni qui a régné de 1867 à 1901. La reine Victoria était elle-même porteuse de la maladie, mais elle n'était pas pour autant hémophile, elle était seulement porteuse d'un gène récessif. Or, si Victoria a régné sur le Royaume-Uni, sa progéniture a régné sur à peu près toute l'Europe. Et c'est ainsi qu'elle a, bien malgré elle, transmis une maladie héréditaire à plusieurs couronnes d'Europe. Mais la situation aurait pu être encore pire. Victoria a eu 9 enfants,
qu'elle a, comme il était de coutume, placée sur les trônes de plusieurs royaumes européens. Nous nous attarderons ici à 3 de ses enfants. La troisième de la lignée royale, Alice, a reçu le gène de sa mère, sans pour autant développer la maladie, puisque le gène est récessif. Elle et son conjoint, Louis IV de Hesse, ont eu 7 enfants, qu'ils ont, à leur tour, assis sur certains trônes. Ainsi, la troisième enfant, Irène de Hesse-Darmstadt, désolé pour l'accent, a épousé un prince allemand, Henri de Prusse, avec lequel elle a engendré 2 fils hémophiles. Irène a eu un petit frère également hémophile qui est mort en bas âge. L'histoire se rappelle pourtant davantage du 6e enfant d'Alice, une fille nommée Alice de Hesse-Darmstadt, impératrice de Russie et épouse de Nicolas II, dont le seul fils, le tsarévitch Alexei Nikolaïevitch, héritier de la couronne, était lui aussi hémophile. Ce n'est pas son hémophilie, dis-je, qui lui a coûté la vie en 1917 alors qu'il n'avait que 12 ans, mais la révolution bolchevique. Revenons aux enfants de Victoria. Fait rare, l'un des fils de Victoria, le prince Léopold, a eu 3 enfants, malgré son hémophilie. Son histoire est liée à celle du Canada, puisque sa fille, porteuse du caractère, a séjourné au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de son frère, qui était alors gouverneur général. Elle a aussi joué un rôle dans l'armée canadienne, auprès notamment de la Royal Canadian Air Force Women's Division. Elle a elle-même eu 3 enfants, mais 2 de ses fils sont morts en bas âge. L'un était hémophile, l'autre, nous n'avons pas d'informations. La cadette de Victoria, la princesse Béatrice, a quant à elle eu 2 fils hémophiles. Sa fille, Victoire Eugénie de Battenberg, est devenue reine d'Espagne en épousant Alphonse XIII. 2 de leurs fils sont hémophiles, dont Alphonse de Bourbon, héritier du trône. Celui-ci ne montera jamais sur le trône. La lignée de Victoria s'étend pourtant bien plus et la situation aurait pu être bien pire. En effet, outre le fils héritier de la couronne anglaise, plusieurs petits-enfants de Victoria ont régné et ont porté des couronnes. Par exemple, Guillaume II est devenu empereur allemand et roi de Prusse. C'est d'ailleurs celui qui régnait au moment de la Première Guerre mondiale. Sophie de Prusse a été reine de Grèce. Maud de Galles qui était la fille du roi anglais Édouard VII, est devenue reine de Norvège. Et Margaret de Connaught, désolé pour la prononciation, est devenue princesse héritière de Suède. Elle est d'ailleurs la grand-mère de l'actuel roi de Suède. Si on pousse une génération plus loin, la fille de Sophie de Prusse est devenue reine de Roumanie. Et la fille de Margaret est devenue reine du Danemark. Victoria aurait donc bien pu étendre l'hémophilie à pas moins de 9 familles royales européennes. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.